Aujourd'hui encore, nous avons la chance d'avoir avec nous dans cette émission Madame Konsera Zalissa. Madame Konsera Zalissa, elle est conflictologue. Elle est praticienne en guérison des blessures intérieures. Elle est coach parental pour des adolescents et également coach scolaire. Madame Konsera, bonne arrivée dans cette émission. Merci, coach Anifou. La dernière fois, on avait parlé des blessures émotionnelles. Aujourd'hui encore, on va continuer cette thématique en parlant plus davantage des conséquences des humiliations dans l'enfance. Déjà, ma première question, qu'est-ce que vous entendez par humiliation? Merci. L'humiliation, c'est éduquer l'enfant en le rabaissant, en lui montrant qu'il n'est rien. Et en fait, d'une certaine façon, pour prouver à l'enfant qu'il ne vaut rien, que ce soit entre l'enfant et en présence de l'enfant seul avec le parent, ou l'enfant ou le parent, l'enfant et d'autres personnes. C'est vraiment rabaisser l'enfant devant autrui ou en face de l'enfant. C'est ça l'humiliation. Alors, pourquoi certaines humiliations marquent-elles autant un enfant? Bon, les humiliations marquent l'enfant parce que ça touche directement son estime de lui-même. Et à une certaine période de la vie de l'enfant, l'enfant a besoin je dirais, de validation. L'enfant est en train de se développer personnellement. Et un parent qui va passer le temps à dire à son enfant qu'il ne vaut rien, à l'humilier devant les autres, et pour un oui ou pour un non, on rabaisse l'enfant, cela va toucher directement et ça va rester ancré dans le cerveau de l'enfant. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que selon nous, les adultes, les moqueries, les comparaisons entre les frères et sœurs, pour nous, c'est des gestes qui sont tellement insignifiants, mais qui peuvent marquer l'enfant pour toute sa vie, c'est ça? Tout à fait. Par exemple, quand on passe le temps à dire à un enfant qui est en pleine croissance, regarde ton frère ou regarde ta soeur, fais comme lui, fais comme elle, toi, fais tout le temps comme ça. C'est vrai que pour nous, les adultes, on pense que bon, c'est insignifiant, c'est juste des mots qu'on dit. Mais pour l'enfant, c'est en train de le marquer parce qu'on est en train de me comparer à quelqu'un. Donc, effectivement, je ne vaux rien, je ne vaux pas cette personne. Ça veut dire que cette personne a de la valeur vis-à-vis de mon parent, du papa ou de maman, par rapport à moi. Sinon, on n'allait pas me comparer à mon frère ou à ma soeur. Pourquoi on ne me compare pas à lui? On ne lui dit pas, regarde comment telle personne est. Et c'est à moi qu'on dit de regarder comment il est. Voilà. Maintenant, troisième question, quels sont les comportements adultes qui peuvent être vécus comme humiliants? Les comportements adultes qui peuvent être vécus comme humiliants chez l'enfant, c'est quoi? C'est déjà dire à tout le monde, au vu au su de tout le monde, que l'enfant a fait telle chose qui est honteux pour l'enfant. Par exemple, si un enfant à l'âge de 10 ans continue de mouiller sa couche et que le papa ou la maman fait sortir les habits mouillés pour montrer dans le quartier à ses camarades de jeu, ou bien pour montrer à la famille, ou bien aller à une réunion de famille et on dit ça là-bas, ah, telle personne continue de pisser au lit. C'est la honte pour l'enfant. Pourquoi le papa ne peut pas ou la maman ne peut pas s'asseoir avec l'enfant, échanger avec lui pour qu'il puisse établir comment faire pour ne plus faire pipi au lit? Il y a ça. Il y a également, à l'école, quand l'enfant n'arrive pas à faire quelque chose, on lui porte un nom. Avant, on donnait quoi, une tête de quoi la même à porter quand tu parlais de ta langue maternelle à l'école. Ça, c'est humiliant. Et un enfant qui a porté ça, même quand on va l'enlever, l'enfant va continuer à le porter, même s'il est devenu adulte. Voilà deux exemples d'humiliation que les adultes peuvent causer, qu'ils vont penser non, que c'est fortuit, c'est rien pour un enfant, alors qu'ils viennent de briser quelqu'un comme ça. Quels sont les effets immédiats de ce comportement sur l'enfant? Bon, les effets immédiats de ce comportement sur l'enfant, déjà,
l'enfant va manquer de confiance en lui. Il va avoir une faible estime de lui-même et cela même peut jouer sur son école. Parce que on a dit que je ne vaux rien, on m'a humilié, on m'a montré que je suis inférieur à tel. Donc pourquoi faire des efforts pour pouvoir aller de l'avant? Pourquoi faire des efforts pour prouver que je peux le faire? Ça ne sert à rien. Puisque j'ai été déjà rabaissé, humilié. Donc c'est bon que je reste inférieur. Donc ça va jouer sur l'école des enfants, même jouer avec ses amis. Il peut même être la risée de ses amis. Parce que déjà qu'on a cassé son estime de lui-même et sa confiance en lui, tout ce que ses amis vont faire, il va accepter, même si ce n'est pas acceptable. Voilà. Selon vous, pourquoi certains enfants deviennent agressifs après avoir été humiliés? Les enfants deviennent agressifs après être humiliés. En fait, c'est pour se protéger. Ils veulent, comment on appelle, ils veulent reprendre le pouvoir. Ils veulent dire, bon, tu as dit que je suis inférieur et je vais te prouver que non. Mais au fond d'eux, ils ont mal. Ils sont agressifs, oui, mais c'est pour masquer quelque chose. Les blessures. Là, il y a des effets immédiats sur l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à l'âge adulte? D'accord. À l'âge adulte, un enfant qui a été humilié, bon, on va parler d'un adulte maintenant, un adulte qui a subi l'humiliation dans son enfance et qui n'a pas été guéri de cette blessure de l'humiliation, quand il va devenir grand, il va manquer de confiance en lui. Hein? Et il va vouloir faire les choses, certaines choses pour prouver que lui, il est capable de le faire. Et dans notre jargon, on aime employer le syndrome de l'imposteur. Il va vouloir être une personne qui n'est pas. Tout ça, c'est les conséquences des blessures de l'enfance, d'humiliation de l'enfance. Et cette personne adulte va accepter des relations tellement toxiques qu'il n'aurait pas dû accepter si la personne n'était pas blessée intérieurement. Et voilà quelques-unes des conséquences. Même en termes de compétences, la personne ne va pas vouloir montrer qu'elle est compétente. Parce que cette infériorité qu'on lui a fait croire à son enfance est toujours là. Donc, voilà quelques exemples. Oui, peut-être qu'avec ce que vous venez de dire, il y a certains parents qui vont se voir dans ce que vous avez dit. Comment, en tant que parent, on peut réparer cette relation si on a remarqué que l'enfant a été humilié de façon répétée? D'accord. Déjà, si l'enfant est toujours, c'est toujours un enfant, c'est ça? Les parents peuvent s'asseoir avec l'enfant, essayer de reconstruire si possible. Demander à l'enfant, est-ce que quand j'ai posé tel acte, comment tu t'es senti? Il arrive que, par exemple, si j'ai fait sortir la couche de mon enfant, le montrer dans le quartier à ses camarades de jeu, et il fait toujours pipi au lit, je peux lui demander, si je veux réparer bien sûr, je peux lui demander, est-ce que quand j'ai fait sortir ta natte ou tes draps pour montrer à tes amis, comment tu t'es senti? Si l'enfant arrive à m'exprimer son sentiment et son vécu, je peux lui demander, ah d'accord, en fait, si j'ai fait ça, c'était pour que tu ne pisses plus au lit, pour que tu changes. Mais si j'ai eu à t'humilier, excuse-moi, et voilà ce qu'on peut faire ensemble pour que tu n'aies plus à pisser au lit. Ça, c'est un parent qui veut vraiment adopter une éducation bienveillante envers son enfant. Et après, il y a aussi l'accompagnement qu'on peut demander. Si le parent voit que de lui-même, il ne peut pas seul accompagner son enfant parce que la blessure de l'humiliation est tellement profonde, et le parent peut demander de l'accompagnement d'un thérapeute. Et le thérapeute va les prendre tous les deux, puisque le parent, de fois même, est blessé et il ne sait pas, il transmet ça à l'enfant sans le savoir. Donc, le thérapeute peut les prendre tous les deux et établir un diagnostic pour les accompagner, un plan d'accompagnement
pour accompagner les deux à guérir et montrer quelle est, et comment dirais, l'éducation bienveillante qu'il doit adopter envers son enfant pour que l'enfant ne soit plus humilié. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Parce que quand vous êtes en train de parler, j'ai noté ici le fait que le parent s'assied avec son enfant pour échanger. Moi, c'est l'idée qui m'est venue en tête, que j'ai noté le pardon. Là, si on revient dans le contexte africain, là, est-ce qu'un parent peut-il demander pardon à son enfant? Oui, je dirais oui et oui. Dans le contexte africain, il y a des parents qui ont soif de changer la manière d'éduquer leurs enfants. Ces parents peuvent demander pardon à leurs enfants. Et même il arrive que, si je veux prendre du recul avec nos grands-parents et autres, peut-être même nos parents, il y a eu des parents qui ont pu demander pardon à leurs enfants. C'est pas mal, c'est pas mauvais de demander pardon à son enfant. Quand on demande pardon à son enfant, c'est pour lui montrer que tout le monde fait des erreurs. Et quand je me rends compte que j'ai fait une erreur, je dois demander pardon. C'est pas une faiblesse. C'est pas une histoire de dire que c'est moi le papa ou c'est moi la maman. Là, je fais ce que je veux et c'est l'enfant qui doit me suivre. Non. C'est une question de vouloir poser des bons fondements d'éducation. Quand nous demandons pardon à un enfant, nous montrons à notre enfant que, quel que soit l'âge que la personne a la capacité de demander pardon si la personne a fauté. C'est pas parce que je suis plus âgé, c'est pas parce que j'ai 70 ans, 80 ans que je ne peux pas demander pardon à un enfant. Même si l'enfant a 1 an, même un bébé, on lui demande pardon. Les bébés qui sont au sein, on les demande pardon pour pouvoir même bien dormir la nuit. La maman même sait comment parler à son enfant pour pouvoir bien dormir la nuit. Donc, dans notre contexte, dans notre société africaine, il y a des parents qui savent demander pardon. Et ceux qui savent le faire arrivent à, inculquer une éducation bienveillante à leurs enfants. Et c'est la meilleure des formes d'éducation. Maintenant, on va aller dans le volet un peu plus pratique. Comment, en tant que parent, on peut discipliner sans humilier? Je parle parent, je peux parler aussi des enseignants. Comment, en tant que parent, comment, en tant qu'éducateur, comment, en tant qu'enseignant, on peut discipliner sans humilier les enfants? Je parlerai du respect. Il faut savoir respecter l'enfant. Autant on peut dire à notre ami, ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire comme ça, tu aurais dû le faire ainsi. Autant nous pouvons le dire à notre enfant sans pour autant l'humilier. Ça veut dire quand nous disons à un ami ce qu'il a fait n'était pas la bonne manière de le faire, sans l'humilier, nous pouvons utiliser ce même langage pour parler à notre enfant sans l'humilier, sans le rabaisser. Parce que c'est ça qui crée la blessure de l'humiliation. Quand on rabaisse l'enfant, quand on ne respecte pas l'enfant, quand on prend l'enfant en fait comme quelqu'un d'inférieur. Voilà. Donc du coup, l'enfant va se sentir humilié. Alors que nous, adultes, nous savons parler à nos pères adultes sans pour autant les humilier. Pourquoi nous n'adoptons pas ce même langage envers nos enfants? Si nous l'adoptons, nous allons gagner. Et nous allons éduquer sans pour autant humilier l'enfant. Nous allons corriger l'enfant sans pour autant le blesser. C'est bon? J'ai noté respecter l'enfant, c'est bon? Oui, respecter l'enfant, valoriser. Le valoriser. Respecter, valoriser. Valoriser et approuver ce que l'enfant dit. Approuver ce que l'enfant dit, ça veut dire donner c'est toujours valoriser, puisqu'on donne de la valeur, de la crédibilité à ce que l'enfant dit. Et accepter que l'enfant est intelligent. Parce que des fois, quand on rabaisse l'enfant, c'est pour dire que l'enfant est moins que rien. C'est parce que les parents pensent que non, toi tu ne connais rien. Voilà, on le casse en disant ça. Non, ce que tu vas dire là, tais-toi là-bas.
Alors que peut-être ce qu'il va dire a du sens. Et le fait qu'on a dit tais-toi là-bas, bon, on a déjà cassé quelque chose. Pour terminer, quel conseil donnerez-vous aux parents et aux enseignants? Ce que je dirais aux encadreurs et aux parents, c'est créer un climat favorable à une éducation bienveillante. Accepter, accueillir l'enfant tout entier avec ses hauts et ses bas. Ne pas dire que non, comme c'est un enfant, il faut que je lui mette à un niveau inférieur. Non. Il y a des enfants qui, quand on les écoute, c'est comme si on avait entendu Dieu nous dire quelque chose. Les enfants, de fois, ont des paroles, je dirais, divines. Ou bien c'est divine là même là, le français. Parole divine. Voilà. Et l'enfant peut attirer l'attention d'un parent. Et si le parent fait un peu essaie de rebobiner, il va voir que non, ce que l'enfant m'avait dit, en fait, c'est la réalité. Mais nous passons à côté parce que nous ne prenons pas le temps d'écouter l'enfant. Nous disons qu'il ne vaut rien, on n'a pas le temps pour l'écouter. Ce qu'il va dire, c'est des bêtises, c'est toi là-bas. Donc, du coup, l'enfant même va finir par se taire sans pour autant exprimer ce qu'il a envie de dire. Donc, créons un climat favorable, accepter écouter l'enfant, même si on ne le comprend pas deux fois, pour analyser après ce qu'il a eu à dire. C'est très important. Et cherchons à être les partenaires ou bien, je dirais, les amis fidèles de nos enfants. C'est vrai qu'avec le stress, la gestion quotidienne de notre programme journalier ou le vécu de tous les jours, de plus en plus, les parents s'éloignent des enfants. Il n'y a pas de communication. La communication, c'est pas parce que j'ai pris 30 minutes avec mon enfant que j'ai communiqué avec l'enfant. Même en 5 minutes, je peux dire quelque chose de très utile à mon enfant. Si j'ai passé 30 minutes avec lui, alors que pendant ces 30 minutes, ma tête était baissée sur mon écran, ou bien pendant ces 30 minutes, j'ai passé le temps à dire « Allô, oui, telle chose là, non ». En fait, je n'ai pas passé 30 minutes de qualité avec mon enfant. Mais si je passe 5 minutes de qualité, il n'y a pas d'écran de téléphone, il n'y a pas d'écran d'ordinateur, il n'y a pas de décrocher un téléphone pour parler à une autre personne, j'aurais créé vraiment un bon climat, un cadre d'écoute favorable pour mon enfant, pour que l'enfant se sente valorisé dans la famille où il est. Cela aide beaucoup les enfants. Et pour un parent qui adopte pour ne plus humilier son enfant, pour une éducation bienveillante, c'est ce que j'ai cité, les quelques astuces que j'ai données là, ce sont les meilleures pour débuter et à créer ce cadre familial où il y a la joie de vivre avec son enfant. Et vous allez voir que cet enfant va avoir l'estime de lui-même. Cet enfant, même si on lui dit qu'il ne peut pas bouger et quelque chose qui est lourd, l'enfant va dire je peux le faire parce qu'il a confiance en lui. Et cette confiance, c'est d'où? Ça vient de son éducation. Ça vient de la validation des parents. Ça vient de la validation des encadreurs. Parce qu'un encadreur n'a pas eu à dire à l'enfant un jour, tu ne peux pas le faire, tais-toi. Il a laissé l'enfant dire ce qu'il pensait. Et il a demandé à d'autres d'ajouter, de faire des compléments. Ça aide l'enfant. Je sais que j'ai dit un bout, quelqu'un d'autre a dit quelque chose, mais on n'a pas dit que ce que j'ai dit n'a pas de sens. Voilà ce que je peux dire aux parents et aux encadreurs. Valorisons nos enfants. Merci pour le partage et que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Merci, qu'il nous bénisse tous. C'était un plaisir pour moi.